Bonjour, chers étudiants, chers auditoires, pour la troisième séance du cours de l'entrepreneuriat de l'idée à la création d'entreprise. Donc, nous avons vu pendant les deux premières séances une séance sur la culture de l'entrepreneuriat, l'esprit de l'entrepreneuriat. La deuxième, nous avons vu comment mener une étude de marché et sortir avec un plan d'action commercial. Donc là, nous allons voir la partie concernant la forme juridique et l'organisation des ressources humaines. Alors, deux points essentiels dans cette troisième partie, c'est d'abord la forme juridique que nous allons voir, et puis par la suite, comment on va organiser les ressources humaines dans cette entreprise. Alors, quand on parle de la forme juridique, c'est quand on veut se lancer, on se dit, tenez bien, est-ce qu'on va organiser notre activité sous forme d'une entreprise individuelle ou bien nous allons l'organiser sous forme d'une entreprise en société. Donc, il y a un arbitrage à faire pour voir est-ce qu'on retient la forme individuelle ou la forme société. Alors, pour se décider laquelle des formes qui convient par rapport à votre activité, ça serait bien quand même d'étayer quelques avantages et quelques inconvénients. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, on a un ensemble d'avantages. Par exemple, elle est moins coûteuse en termes de création, ça veut dire de démarche de création. On parle de la démarche administrative, bien évidemment, pour la création de l'entreprise, puisque ça ne nécessite pas la rédaction des statuts, ça ne nécessite pas l'inscription au registre de commerce. Donc, il y a plusieurs facilités, en fait, qui font que l'entrepreneur peut facilement prendre la décision de se mettre en entreprise individuelle. Et l'avantage aussi, c'est que l'entrepreneur il décide tout seul, donc il ne dépend pas des autres. Maintenant, les inconvénients pour une forme individuelle, c'est que juridiquement, avant même d'instaurer le statut de l'auto-entrepreneur que nous allons voir rapidement, juridiquement, l'entreprise est responsable, ou l'entrepreneur, il est responsable sur ses biens propres et sur des dettes de l'entreprise. Ça veut dire que si nous avons des fournisseurs, par exemple, qui veulent être payés ou des salariés qui veulent être payés et que vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous allez tout simplement devoir vendre vos biens personnels qui vous appartiennent pour faire face à ces dettes-là. Donc, c'est l'un des inconvénients quand même très importants. Et puis après, les bénéfices aussi sont assujettis à un impôt sur le revenu et non pas l'impôt sur la société comme on va le voir tout à l'heure. Alors les entreprises individuelles, généralement, on les retrouve dans un ensemble de métiers tels que l'agriculture, l'artisanat, le commerce ou un certain nombre de services aux particuliers, la réparation, la plomberie, l'électricité. Donc, ces activités-là qui nécessitent une seule personne et donc on peut penser à la forme individuelle. Maintenant, pour encourager ces entreprises individuelles, le gouvernement marocain a instauré ou a mis en place un statut qu'on appelle le statut de l'auto-entrepreneur depuis 2015 à travers la publication au bulletin officiel le 19 mars 2015 et que ce statut de l'auto-entrepreneur, il offre beaucoup d'avantages pour déjà ramener un certain nombre d'entrepreneurs qui sont dans l'informel, les ramener dans le formel et les encourager avec des aides et avec aussi une reconnaissance juridique. Alors, ce statut auto-entrepreneur, il est valable pour toute activité commerciale ou industrielle dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 000 dirhams annuellement. Donc, je répète que le statut de l'auto-entrepreneur, il est caractérisé pour une activité commerciale ou industrielle pour laquelle le chiffre d'affaires annuel il est inférieur à 500 000 dirhams. Ou bien aussi pour une activité du service, mais cette fois-ci à condition que son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 200 000 dirhams. Maintenant, une fois ce statut est là, c'est-à-dire que vous pouvez
à travers votre pièce d'identité tout simplement qu'il faut présenter et on va vous préparer ce qu'on appelle une carte de l'auto-entrepreneur. Comme ça, vous avez une identification juridique et aussi il y a une inscription sur le registre national de l'auto-entrepreneur. Alors, comme avantage aussi, c'est qu'il vous dispense déjà de l'inscription au registre du commerce puisque vous allez vous inscrire sur le registre national de l'auto-entrepreneur et vous allez bénéficier, si vous choisissez cette forme de l'auto-entrepreneur, vous allez bénéficier d'un régime fiscal spécifique puisque en termes d'impôts, vous ne payez que 1% du chiffre d'affaires annuel si votre activité est une activité commerciale ou industrielle et vous ne payez que 2% de votre chiffre d'affaires pour tout ce qui est activité en termes de prestation de services. Autre avantage aussi de ce statut de l'auto-entrepreneur, c'est que les entrepreneurs sont exonérés quant à la taxe sur la valeur ajoutée ou ce qu'on appelle la TVA. Et le régime, bien évidemment, de couverture sociale et médicale, il est prévu et c'est un régime qui est un régime spécifique. Voilà, si vous voulez, pour ce statut de l'auto-entrepreneur, donc vous voyez comme avantage. Il est vrai que dans la pratique des choses, quand on a rencontré des gens qui sont des auto-entrepreneurs, ils souhaitent à chaque fois à ce que d'autres personnes travaillent avec elles et aussi pour faire évoluer l'entreprise. Et malheureusement, le statut de l'auto-entrepreneur ne permet pas d'avoir plusieurs salariés. Et donc, seul l'entrepreneur qui est identifié à travers sa carte. C'est la raison pour laquelle c'est avantageux de passer à la mise en société de votre activité. Alors, quels sont les avantages quand on met en société l'activité? Les avantages déjà, sur le plan juridique, l'entreprise, elle existe indépendamment de la personne qui gère. Indépendamment de la personne qui gère, c'est-à-dire tout simplement dans l'ancien statut auto-entrepreneur par exemple, le décès de l'entrepreneur implique la disparition de l'activité de l'entreprise tout simplement. Par contre, quand on met l'entreprise ou l'activité en société, ça veut dire tout simplement que l'entreprise peut toujours continuer à exister même après le décès du gérant. Et donc, c'est la raison pour laquelle cet avantage quand même est à prendre en considération ou à noter. L'entreprise aussi peut accueillir des partenaires. Il peut signer des conventions de partenariat, il peut signer des contrats de partenariat avec des fournisseurs, avec des clients, avec d'autres organismes. Et donc, il y a quelque part cet avantage aussi qu'il ne faut pas négliger. Et puis, la séparation du patrimoine de la société de celui de l'entrepreneur. Ça veut dire qu'on verra par rapport à la forme juridique, par exemple, on peut dissocier le patrimoine de l'entreprise et par rapport au patrimoine de l'entrepreneur, auquel cas seule l'entreprise est responsable des dettes envers ses partenaires. Sur le plan financier aussi, sachez que quand on existe en tant que société, nous avons cette capacité financière et cette capacité à aller vers la croissance à travers l'ouverture, par exemple, du capital. Donc, l'ouverture du capital aux tiers ou aux autres organismes permet d'injecter un peu plus d'argent dans l'entreprise et de faire évoluer l'entreprise. C'est vrai que la mise en société nécessite une certaine procédure un peu lourde en termes de démarches administratives, notamment la rédaction des statuts, le fonctionnement qui est complexe, etc. Mais il y a beaucoup plus d'avantages, me semble-t-il, que d'inconvénients. Alors, le type de société le plus répandu qu'on retrouve souvent, c'est ce qu'on appelle la SARL, la société à responsabilité limitée. La société à responsabilité limitée, avant 2014, pour la mettre en place, il faut tout simplement bloquer une somme de 10 000 dirhams. Avant, c'était 100 000 dirhams, puis après, on a revu le montant à 10 000 dirhams dans le compte pour pouvoir mettre en place cette société. Heureusement que depuis 2014, vous n'avez plus besoin de bloquer de l'argent. Vous pouvez très bien créer votre société à responsabilité limitée avec 0 dirham.
et vous pouvez avoir un nombre d'associés de 1 jusqu'à même 50 maximum pour travailler, pour faire fonctionner votre activité. Et on fonctionne avec ce qu'on appelle des parts sociales, c'est la contribution de chaque associé. Et généralement, le prix de chaque part est évalué à un minimum de 100 dirhams. Et les associés, ils n'ont pas la qualité de commerçant, ils peuvent tout simplement faire adhérer ou recruter des personnes qui ont le métier et qui maîtrisent l'activité. La société aussi peut être gérée par un ou plusieurs personnes physiques. Alors là aussi, le gérant, si tout se passe bien, c'est très bien, on l'encourage, on est engagé en termes d'équipe de travail et tout, mais si les autres associés voient que le gérant il prend des décisions qui sont très dangereuses par rapport à la société et à son avenir, et là, on peut, soi-disant, révoquer ce gérant-là quand on a un minimum de 50% d'associés qui sont contre. Donc, le gérant peut être tout simplement révoqué sur cette décision et chercher un autre gérant. Alors, une autre forme qui est quand même important à savoir, même si au départ, on ne peut pas commencer par une société anonyme immédiatement, c'est ce qu'on appelle la SA. Le nombre d'actionnaires minimum, c'est 5 et la valeur nominale de l'action est au moins 100 dirhams et le capital doit être intégralement souscrit. Société anonyme, c'est une société aussi qui est caractérisée en termes d'organisation par l'existence d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Et la direction générale, dans ce cas-là, elle est attribuée au président du conseil d'administration. Bien évidemment, comme on a vu tout à l'heure pour la SARL, les statuts aussi de la SA doivent être établis par écrit. Alors, une autre forme de la société, c'est ce qu'on appelle la SNC ou bien la société en nom collectif. Alors, la société en nom collectif, c'est que tout simplement, on peut penser à des associés, minimum 2, qui vont se mettre d'accord, qui vont se concerter et qui se connaissent mutuellement avec une confiance partagée. Ils peuvent monter une société sous cette forme, société en nom collectif, et doivent être des commerçants. Et une chose très importante pour ce type de statut, c'est que les associés, ils sont personnellement et solidairement responsables des dettes de la société, y compris sur leurs biens personnels. Ça, c'est très, très important. Et généralement, on retrouve cette forme de société entre les frères et sœurs, entre les mêmes membres de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a cet engagement mutuel et il y a cette confiance mutuelle. Bon, le plus simple, c'est de retenir la société à responsabilité limitée pour ne pas risquer les biens personnels de la famille avec l'activité de l'entreprise. Alors, une autre forme de société à savoir quand même, c'est important aussi, c'est la SCS, c'est la société en commandite simple. Elle réunit deux types d'associés. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les commandités et de l'autre côté, vous avez les commanditaires. Alors, les commanditaires, c'est ceux qui apportent les capitaux, ils contrôlent la gestion des commandités. Ils ne sont pas des commerçants, mais ils sont là pour apporter de l'argent, pour apporter des fonds, mais pour contrôler aussi l'activité. Ils ne sont pas responsables qu'à hauteur de ce qu'ils vont apporter comme capital. Maintenant, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les commandités. Alors, les commandités, c'est ceux qui gèrent l'entreprise, ils sont dans l'opérationnel. Ils ont la capacité commerciale et ils sont solidaires, et ils sont responsables des dettes sociales de la société. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs formes juridiques qu'on peut choisir en fonction de l'activité. Et on voit aussi que dans le secteur de l'agriculture, par exemple, on retrouve une autre forme qui est plus répandue, c'est la coopérative. Et la coopérative, c'est un groupement de personnes physiques avec un minimum, on va dire, de 7 pour créer une entreprise chargée de fournir pour la satisfaction exclusive de ses membres le produit ou les services dont ils ont besoin.
Alors l'objectif, bien évidemment, de la création de la coopérative, c'est de s'inscrire dans l'amélioration de la situation socio-économique des membres de la coopérative. Donc il y en a plusieurs exemples concernant ces différentes formes de société ou de mise en société. Le deuxième axe après ce volet juridique, c'est le volet de l'organisation des ressources humaines. Quand vous voulez créer votre entreprise, c'est tout à fait normal de penser comment vous allez la gérer et quelles sont les ressources humaines, quel est le personnel en fait qui va gérer votre entreprise, comment il doit travailler, comment vous allez le recruter, comment vous allez le former, comment vous allez l'accompagner et à quel prix vous allez tout simplement le payer. Donc, vous voyez que pour mieux gérer les ressources humaines qui vont assurer le fonctionnement de votre entreprise, c'est très important de préparer ce qu'on appelle les fiches de poste. Alors, les fiches de poste, quel est leur rôle? C'est tout simplement d'identifier les missions, les activités, les tâches de chaque personne, son rôle dans l'organisation. Ça vous permettra de déterminer les périmètres des responsabilités de chacun et éviter aussi les éventuels chevauchements de responsabilités entre les personnes. Parce que quand tout va bien, tout le monde est content, mais quand il y a des problèmes, personne n'est responsable. C'est la raison pour laquelle la préparation de la fiche descriptive de poste pour chaque personne que vous allez recruter, il est primordial. C'est important aussi de se donner ce qu'on appelle quelques prévisions en termes d'effectifs. Vous allez commencer votre entreprise avec combien de personnes? Quelle est leur qualification? Combien de personnes par poste? Et puis après, comment vous allez voir votre entreprise évoluer? Est-ce que vous allez renforcer à travers le recrutement de nouvelles personnes? Est-ce que vous allez continuer pour une bonne période avec les mêmes effectifs? Donc, vous devez vous projeter dans l'avenir par rapport aux effectifs. Et donc, vous voyez que vous vous inscrivez directement dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui vous permettra d'identifier le nombre dont vous aurez besoin dans le moyen terme, dans le long terme, et aussi quelles sont les compétences dont vous aurez besoin et quelles sont les qualifications qu'il vous faudra pour justement faire face à l'évolution de la production. En tout état de cause, quand vous commencez votre entreprise, sachez que vous devez mettre en place ce qu'on appelle un organigramme. Pourquoi on met en place un organigramme? Alors, un organigramme, c'est tout simplement une organisation de dire qui va être le gérant, qui va être le responsable de production, qui va s'occuper de l'activité commerciale, qui va s'occuper de la comptabilité, qui va être en relation avec les clients, qui va contrôler. Donc, tout cela, c'est ce qu'on appelle une organisation que vous allez mettre dans un schéma qu'on appelle l'organigramme en identifiant la personne qui va gérer, c'est ce qu'on appelle le gérant, le chef d'entreprise, le directeur général, le président. Tout dépendra de la nature juridique que vous allez ou que vous avez choisi. Alors, une fois que vous avez déterminé cette organisation, vous allez passer bien évidemment au recrutement et à la recherche des personnes avec qui vous allez démarrer votre activité avec une projection bien évidemment sur l'évolution de ces personnes-là, tout en mettant en valeur ou en exergue la rémunération que vous allez mettre en place, que vous allez adopter. Est-ce que vous allez adopter un salaire fixe? Est-ce que vous allez adopter un salaire variable ou bien un salaire avec des primes ou avec un intéressement, etc., etc. Alors, en tant qu'entrepreneur, je vous conseille d'aller voir à côté au niveau de l'ANAPEC, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences, qui offre des services et aussi des profils avec des formes de contrats de formation-insertion qui vous permettront, ces formes-là, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages au moment de la création de votre entreprise en termes d'exonération de certaines charges sociales, etc., etc. Mais dans tous les cas, puisque vous êtes déterminé à croître votre entreprise, à aller dans le développement, il faut aussi ne pas oublier une composante qui est très importante liée
aux personnes que vous allez recruter, à savoir les charges salariales. Quand on parle des charges salariales, c'est les prix, par exemple, que vous allez payer à l'heure ou à la journée ou à la semaine de chaque personne que vous allez engager dans votre entreprise. Et n'oublions pas aussi que vous avez les charges, quand on parle des charges salariales, c'est ce que vous allez payer aux gens, mais aussi c'est ce que vous allez payer en termes de charges sociales. Sachez que les gens que vous allez recruter, ils auront besoin d'une couverture sociale, ils auront besoin des allocations familiales, de l'assurance maladie obligatoire et pensez que pour ces ressources humaines, vous avez une part salariale et une part patronale à prendre en considération dans ce volet qui est le volet des salaires. Et donc, quand vous allez prendre tout cela en considération, n'oubliez pas aussi de vous renseigner auprès des personnes ou des cabinets qui sont spécialisés au niveau de la comptabilité, qui vont vous donner plus d'informations sur exactement les taux qui sont en vigueur en termes de taxes ou en termes d'impôts et en termes de charges sociales, que ce soit des charges salariales ou des charges patronales. Notamment pour tout ce qui est la CNSS, avec des parts salariales qui peuvent aller jusqu'à 4,29% plafonnées à 6 000 dirhams, un taux sur l'assurance maladie obligatoire de 2,26% et l'employeur 1,85%, des taux de la CNSS concernant la part patronale de 20,7% de salaire brut imposable, des allocations familiales, des prestations sociales, la taxe aussi sur la formation professionnelle. Donc, tout cela, ce sont des informations que vous allez avoir dans le détail et qui vous permettront bien évidemment de déterminer les charges salariales qui sont liées à votre activité. Donc, vous voyez bien que mettre en place une organisation n'est pas chose simple, mais aussi quand on respecte les normes, que ce soit du point de vue juridique ou du point de vue pratique, ça vous permettra tout simplement de mener à bien votre activité. Quand on parle de l'organisation des ressources humaines dans l'entreprise, vous devez instaurer un style de management participatif qui vous permettra de prendre connaissance de ce qui se passe dans votre entreprise et de mettre en place aussi un certain nombre de moyens qui vous permettent d'avoir ce qu'on appelle des retours au niveau de la direction ou au niveau de la présidence ou au niveau en tout cas de la personne qui gère l'entreprise à travers un certain nombre d'indicateurs qui forment tout simplement ce qu'on appelle un tableau de bord. Et ce tableau de bord, il vous permet de réorienter, d'ajuster, de voir sur quel axe il faut agir. Est-ce qu'il faut qu'on recrute davantage? Est-ce qu'il faut qu'on fasse une formation au personnel nouvellement recruté? Parce qu'il faut savoir aussi, et tout dépendra de la nature de votre entreprise et de la nature de votre activité. Quand vous allez mettre en place une stratégie de recrutement du personnel, n'oublions pas que pour réussir cette stratégie de recrutement, vous devez mettre en place un système d'intégration et d'accueil, ça veut dire l'accueil et l'intégration du personnel, avec des formations, peut-être des formations d'abord sur qui sommes-nous, c'est quoi notre entreprise, c'est quoi notre produit, c'est quoi notre clientèle, quelle est notre culture, qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux autres. Ça permet en fait aux salariés d'être vraiment engagés dans votre activité et dans votre entreprise et de développer en quelque sorte cet esprit d'appartenance à l'entreprise. Et à partir du moment où vous allez gagner ce pari, sachez que tout le monde va travailler dans le même sens, dans le même objectif, à savoir la réussite de l'entreprise, la croissance de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Donc, mesdames et messieurs, sachez que les ressources humaines ou le personnel doit être un personnel qualifié, doit être un personnel motivé, doit être un personnel formé, mais aussi avec des formations d'accompagnement que vous allez assurer sur
des spécificités de votre produit et des spécificités aussi de votre marché. Donc voilà grosso modo par rapport à cette troisième partie qui concerne la forme juridique. On a vu les différentes formes juridiques, soit on peut rester en individuel, soit on met notre activité en société, et on a vu les avantages et les limites de chaque type, que ce soit individuel ou mise en société. Le statut de l'auto-entrepreneur, il a apporté beaucoup de réponses et une solution aux activités qui sont menées par des individus, mais la mise en société vous permettra d'avoir une existence juridique et d'avoir beaucoup plus de visibilité sur le marché et de pouvoir aussi alimenter votre entreprise à travers l'ouverture du capital pour assurer et faciliter la croissance de l'entreprise. Et dans un deuxième temps, nous avons vu comment vous allez organiser votre personnel, que ce soit en termes de recrutement, de formation que vous allez assurer et de projection que vous allez avoir pour l'avenir, comment vous allez les payer, comment vous allez déterminer les charges liées au personnel, ce qu'on appelle les charges salariales, y compris les charges sociales. Et sachez qu'au niveau des charges sociales, il y a une partie que vous allez payer vous en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, mais il y a aussi une partie qui est payée par les salariés, ça veut dire les charges patronales et les charges salariales. Tout cela à prendre en considération, surtout dans la partie que nous allons voir plus tard, la partie financière pour laquelle il faut vraiment avoir des valeurs sur toutes ces charges-là, que ce soit les charges liées au personnel, les charges liées à la production, les charges liées à l'approvisionnement, pour que vous puissiez déterminer des états de synthèse comptables pour défendre votre projet. Donc voilà, on arrive à la fin de cette troisième séance et aussi pour mener la réflexion, je vais vous demander à travers cette séance de mener un petit travail que vous allez faire. Essayez d'élaborer une fiche descriptive d'un poste, par exemple un poste d'un gérant. Un gérant d'une entreprise, quelles sont ses missions, quelles sont ses activités, comment on peut évaluer qu'il travaille bien ou il travaille bien, quel est son rôle en général pour mener à bien l'entreprise. Donc le travail numéro 3 pour cette séance-là, c'est d'élaborer une fiche descriptive du poste d'un gérant d'une entreprise. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite des événements et on se retrouvera la prochaine fois pour la quatrième séance. Et la quatrième séance, nous allons traiter l'organisation du processus de la production. Au revoir et merci.